Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du lundi 12 août 2024. On se retrouve avec un Bitcoin en recul de 4%, 58 750 $, Ether à 2575, moins 3,69, moins 6% du côté du BNB, 7% pour Solana en recul à 146 $. Et globalement, si la semaine est toujours largement en positif pour la plupart des altcoins, et encore heureux vu le rebond qu'il y avait eu, voilà, sur la réouverture du futur CME de cette nuit, on est plutôt sur un moins 5% bien tassé. On a moins 13, je ne sais pas pourquoi, pour Fetch AI, 0,83 $. On a moins 9 du côté de Render Token et on clôture le top 50 avec Injective, AAV, Optimism, Whitebit Token, Bonk, Arweave, The Graph et Floki Inu pile poil à la 50e place. La map de liquidité qui est toujours perchée dans ce no man's land. On a les deux bornes qui sont établies mais qui sont désormais écartées de plus de 20 000 $, entre les 48-49 en bas et les 70 000 en haut. Donc on va voir comment on va se résoudre cet été avec un mois d'août qui devrait continuer tout simplement à se chercher entre ces deux bornes et avec à court terme peut-être une attaque baissière de nouveau pour essayer de voir si le point bas est défendu. Quand on regarde en 4 heures, ça corrobore plutôt pas mal cette thèse avec ici un rejet assez marqué entre 62 et 63 000 $. On repasse sous la zone de polarité, le pivot des 60 000. Malgré tout, on a eu une clôture hebdomadaire qui était loin d'être dégueu. Le Crypto Fear and Greed qui, au lieu de repasser sur neutre, se rapproche de l'extrême peur. Il est à 25 aujourd'hui et les Open Interest ici qui sont toujours en berne. On n'a pas eu de retour de levier et c'est un peu ce qu'on cherche finalement, de poser les choses. La situation autour du carry trade et du yen avec un post ici de Bloomberg qui a été repris sur Twitter où il pense que on pourrait avoir des implications justement sur les actions et sur Nvidia en particulier, voire le Bitcoin. Et c'est vrai que je me pose en fait cette question depuis qu'on a eu ce loup un peu qui est sorti avec les fameux 20 000 milliards du carry trade où l'on pouvait emprunter tout simplement sur la banque au Japon à un taux de 0% et aller derrière le placer là où on voulait. Et je me demande justement jusqu'où a pu avoir ce trade finalement au niveau de ses ramifications qui ont pu aller jusqu'aux actions, jusqu'aux cryptos. Et c'est vrai que quand on voit la somme assez astronomique que ça représente, je me demande justement si on va pas avoir d'autres trucs qui vont sortir autour de ça. Donc c'est un peu ma méfiance à court terme. On avait un tableau qui avait été proposé par je sais plus qui, d'ailleurs c'est vrai que j'ai oublié de le citer ici sur le tweet, qui démontrait le rebond par secteur lors donc de lundi, mardi dernier quand on avait beaucoup baissé. On a eu un rebond dans les 24-48 heures à cheval justement sur lundi, mardi qui a démontré la force relative de certains altcoins avec notamment un Solana qui est passé de 110 à 145 $. On a Sui qui a rebondi de 0,47 à 0,60. Dans les modulaires, on avait Mantle qui a rebondi de 26, Immutable X de 25, 24 pour Dimension. Les mêmes coins bien entendu qui nous font du 30%, 25-30 en majorité. Chainlink qui avait pris plus 27%, 27 également pour Lido, 47 pour Pendle, 30% pour AAV, 29% pour le CRV. On avait la DeFi sur Solana qui avait également pris une 20 à 26%, notamment pour Jupiter et Raydium. Cosmos qui avait rebondi d'une vingtaine de pourcents. Et enfin AI d'Epine, Taobit Tensor qui rebondit de 48%, 37% pour One, 36% pour AKT, 32% pour RNDR. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'à court terme, on a certains tokens comme ça qui, dès que le marché tousse un peu, en tout cas au niveau de Bitcoin, retrace un peu plus profondément. En ce moment, c'est la nuit des étoiles. Donc hier, vous pouviez en voir, d'après les spécialistes, une centaine par heure. Donc n'hésitez pas à lever en ce moment les yeux vers le ciel si le soir vous êtes dans des zones qui sont pas trop polluées d'un point de vue de la luminosité. On avait Tradosaur qui nous proposait donc le classement des ETF et de ceux qui les proposent justement avec dans le top 12 Amundi en français. On a Crédit Agricole à la 9e place et ensuite on voit que ce top 10 fait la part belle aux émetteurs américains avec BlackRock, Vanguard, Fidelity, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc. On a vraiment une disparité qui est assez monstre de ce côté-là. Le fameux clip qui était sorti paru le 14 avril
2021, pour ceux qui étaient là, c'était le clip promotionnel de l'IPO, l'introduction en bourse de Coinbase, qui avait déclenché le top du marché. Souvenez-vous, pour ceux qui ont eu le plaisir d'être là au Q1 2021, c'était l'euphorie la plus totale qui régnait à ce moment précis et une période qui vraiment a marqué les esprits, je pense, puisque le dump qui s'en est suivi juste avant l'été 2021 était tout aussi magistral que l'euphorie qui régnait à ce moment précis. On aura des dates importantes cette semaine avec le PPI demain et le CPI mercredi, donc pour l'inflation des États-Unis, un chiffre à surveiller puisque derrière ça sera le discours de la Fed dans les prochaines semaines aussi, qui risque d'alimenter ou au contraire de remettre un petit vent de froid sur les marchés. Le sujet préoccupant du moment, mais on en rediscutera lors d'un prochain live puisque je ne sais pas si ce soir on va faire un live. Je pense que Marc et Manu sont en vacances. C'est BitGo qui annonce le transfert de son activité du Wrapped BTC, le WBTC qui est utilisé notamment en DeFi. C'est un transfert de propriété multi-juridictionnelle et multi-institutionnelle, toujours plus compliqué à dire. Bit Global, donc une mise à jour qui aura lieu dans 60 jours. On vous fera bien entendu le plongeon dans les implications que ça pourrait avoir. En 7 mois à eux seuls, BlackRock ont absorbé 1,5% du supply de Bitcoin, donc face aux 21 millions. On est à 5%, tous ETF confondus. Un petit sondage du dimanche, je vous posais la question, est-ce que vous pensez qu'on verra en premier 80 000 $ sur Bitcoin ou 40 000? Alors la question est un peu bâtarde certes, puisqu'on peut très bien avoir de nouveau que 50, 53 000, voire aller juste de nouveau sous les 48, 49, 45 pourquoi pas, et ne pas avoir les 40 000, mais en gros, si on faisait la traduction, c'est est-ce que vous pensez qu'à court terme, on va continuer de baisser, ou est-ce que d'ici l'automne, on aura bel et bien marqué le point bas autour de 48, 49 qu'on a déjà passé pour se diriger vers l'ex-ATH autour de 70, 75 et en direction des 80 000 $ et plus. Quelques postes qui me paraissent importants à être mis en avant pour le court terme toujours. On a une whale ou un portefeuille avec 1 million d'Ethers qui les a eu à l'ICO, donc à 0,31 $ au moment de l'ICO, qui dépose en boucle des Ethers à coût de 5000 Ethers sur OKX. Donc il a déposé en tout proche de 50 000 Ethers avec un prix qui la plupart du temps a très certainement été exécuté au-dessus de 3100 $. Donc est-ce que les whales long terme sont en train de distribuer notamment sur Ether? En ce moment on a quand même beaucoup de FUD sur les réseaux sociaux et beaucoup de doutes, j'ai l'impression, autour de Ether en particulier. Binance qui va délister CVP, EPX, Forloom, Riff et VGX le 19 août, et il y a également d'autres qui avaient déjà été délistés et qui vont être convertis dès le 2 septembre en USDC. Il s'agit de BTG, BTCST, BTS, DMT, GRS et JIC Mob XMR. C'est assez surprenant, mais c'est d'un point de vue de la régulation. MTH, Multi, Nav, Solo, Sparta, Xim et Tribe qui finalement vont quitter la plateforme. Tether qui se fait attaquer par Celsius en justice et il leur réclame 2,4 milliards de $ en Bitcoin. Donc là aussi, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais on avait Celsius, j'avais vu des posts anglais ou américains qui disaient que il leur réclamait aussi des sous qu'ils avaient withdraw 90 jours avant la faillite de la plateforme. Bref, il y a des dingueries qui se passent autour de Celsius. Je sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, après avoir scam exactement comme on fait FTX et bon nombre d'autres plateformes, maintenant ils sont en train d'aller chercher l'argent là où ils pensent qu'ils peuvent le gratter, enfin complètement fou. Le prix médian du gaz sur Ethereum a atteint son niveau le plus bas en 5 ans, il est tombé sous la barre des 2 gwei et c'est un truc que je surveille régulièrement puisque dans les pics d'activité aussi, ça peut vous donner le moment où vraiment quand les gwei montent à 100, 200, etc., on a un point d'activité on-chain qui peut faire penser que le gros est en train de se jouer là par rapport à une descente de prix et ça fonctionnera exactement pareil le jour où on sera beaucoup trop haut en prix. Et c'est vrai que l'activité, et notamment depuis le passage en Proof of Stake, est quand même assez diminuée et depuis le bear market par rapport à Ethereum quand on regarde d'autres réseaux qui petit à petit eux sont en train de monter plutôt crescendo. Après bon, à ce jour c'est un peu l'éternel débat qui est en ce moment Solana face à Ethereum, etc. On a quand même énormément de projets et d'activités connexes à Ethereum, notamment les Layer 2 qui certes ont certainement un peu cannibalisé
Ethereum Layer 1, mais qui démontre aussi que énormément de choses continuent de se construire sur Ethereum. La bonne nouvelle avec la Fed qui pourrait enfin d'ici la fin de l'année arrêter le QT, c'est-à-dire le quantitative tightening, de resserrer son bilan et d'enlever de la liquidité au marché. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir pour la suite, et toujours sous couvert qu'on n'ait pas des cadavres sortis du placard par rapport au fameux carry trade du yen. Un utilisateur qui paye par erreur 90 000 $ de frais de gaz pour transférer à peine un Ether, ou un peu moins d'un Ether d'ailleurs. Donc faites toujours très attention à ça. C'est pour ça qu'on ne peut que vous conseiller aussi Rabbi, qui vous mettra pas mal de warnings si jamais ce genre de situation se présente. Et comme d'habitude, de vérifier bien à 2 fois que c'est bel et bien la bonne adresse sur laquelle vous envoyez. Faites éventuellement un petit transfert test avec 10 $. Regardez que les choses se passent bien et recopiez systématiquement la bonne adresse. Ne faites pas un clic copier-coller en fonction des dernières adresses dans lesquelles vous étiez, puisque la plupart du temps, vous pouvez avoir des fausses adresses qui viennent se greffer, ou vous le voyez régulièrement sur vos adresses ERC20, des scams qu'on vous envoie. Et on a vu pas mal de gens comme ça, en faisant des copier-coller à la va-vite, se retrouver dans des situations très délicates, et des fonds qui ont malheureusement été pompés par de fausses adresses qui ressemblaient énormément à celles de votre adresse de destination. Le Venezuela qui bloque l'accès aux utilisateurs de Binance, mais pas que, puisque je crois qu'ils ont bloqué bon nombre d'autres applications ou plateformes ce matin. Donc c'est en train vraiment de chauffer au niveau du Venezuela. J'ai pas vraiment tous les tenants et les aboutissants de dans quelle proportion c'est en train vraiment de partir en petite guerre civile. C'est assez chaud en tout cas de ce qu'en rapporte la plupart des médias. Attention au token Unlock au cours de ce mois d'août avec Aptos, donc le 12 c'est aujourd'hui. Sandbox ça sera dans 48 heures avec à chaque fois des pourcentages assez conséquents. Starknet le 15 août, le 16 août Arbitrum, Ape et Rose le 17 et 18 août. Grayscale qui ventile ses Ethers à une vitesse 2 fois supérieure par rapport à celle qu'il ventilait les GBTC, donc du Trust. On est sur une accélération assez conséquente et c'est une pression vendeuse qui est assez monstre à court terme par rapport à Ether en particulier. Et c'est confirmé par Zero Hedge qui mettait en avant que les total fundnet combinés au niveau des Ether leverage qui ont été disclaim par la CFTC, qui est l'autre organisme de régulation comme la SEC aux États-Unis. Voilà, l'histogramme parle pour lui. On a vraiment les fonds qui sont en train de shorter to the moon, malheureusement, Ether court terme, et on le voit très bien. Dès qu'on récupère un tout petit peu d'air, 100-200 $ du côté de Ether, on se fait re-éclater juste ensuite. Et malheureusement, à court terme, je pense que c'est aussi un peu le cas du côté de Bitcoin, sauf que Bitcoin a tendance à absorber bien plus, puisque au quotidien le volume qui est tradé sur la première crypto-monnaie du marché est on ne peut plus conséquent. À noter que 84% des holders de Bitcoin sont en profit. On avait également MicroStrategy qui devance même depuis 2020 Nvidia avec quasi 1000% de retour, donc assez extraordinaire. Le Unchained Value Map, très intéressant puisqu'on a rebondi pile poil sur la médiane autour de 48-50 000 $. Donc j'espère vivement que cette zone sera défendue pour la suite. Et enfin le staking d'Ether qui atteint les 28%, proche de 34 millions d'Ether en staking. Ça fait 82 milliards qui sécurisent le réseau, et on a Uniswap qui ont rapporté 30 millions de revenus au Q2 2024. L'analyse technique qui finalement n'a guère évolué depuis la dernière fois, avec un peu une bougie d'indécision ici, mais surtout une bougie qui va être le témoin de ce mois d'août. Et je pense que même au cours de septembre, on risque de continuer de faire le yo-yo un peu entre ces deux bornes. Donc la borne basse qui est aujourd'hui autour de 1700 milliards, la borne haute qui est à 2145, avec une moyenne mobile 50 qui finalement en hebdo fait à peu près la médiane, autour de 1880 milliards. Crypto total 2, 865 milliards. On a la bougie de contrôle entre 725 en bas et 907 en haut. On est pile poil sur la moyenne mobile 50 pour les alts. Moyenne mobile 200 qui est aujourd'hui à 770. Moyenne mobile 100 en dessous à 705. Sachant que on l'avait quasiment méché la dernière fois. Le crypto total 3 des alts excluant Ether qui a clôturé lui dans le vert. Ce qui démontre une fois de plus que Ether malheureusement est complètement dans les choux en ce moment. On a la borne basse de ce range qui est désormais à 465. Et la borne haute à 580 milliards. Le BTC1, 59 000 $ pour le futur, donc qui a clôturé
clôturer la bougie dans le vert malgré tout? Est-ce qu'on va essayer de combler tous ces gaps? En tout cas, belle zone de travail ici qui a été rattrapée in extremis sous les 50 000 $. À ce jour, la moyenne mobile 200 est autour de 38. Donc pour rappel, autour de 40 à plus ou moins 2000 $, c'est pour moi cette zone qui nous sépare de la potentielle accélération vers le bear market. Ça n'a toujours pas lieu d'arriver en l'état. Je vois pas ce qui justifierait, vu notamment le beau momentum qu'on a eu en 2024, que le marché crypto se pète complètement la gueule. Mais voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a jamais l'information dans sa totalité, dans toute sa complexité. Et du côté des États-Unis, il y a beaucoup d'insiders qui savent les choses bien avant tout le monde. Et nous, on ne peut que les constater une fois que c'est arrivé. Donc c'est avec ces informations partielles, malheureusement, qu'on doit nous prendre nos décisions. Et les décisions, aujourd'hui, on était venu sur Bitcoin autour de 49 300 ici sur Coinbase. On a pareil la petite box désormais qui débute dans cette zone et qui s'établit jusqu'à 63 000 $. Donc un petit range pour l'été, j'espère qu'on va le maintenir. Et si jamais on va plus bas, comme on l'a vu à l'instant, on a les 38 en dernière ligne de mire, le 0,618 et la moyenne mobile 200. Et également un petit stop intermédiaire entre 43 et 44,45 si jamais on venait à chercher un nouveau point bas. 2570 pour Ether, n'a pas réussi lui à reclaim la moyenne mobile 50 hebdo à 2007, on s'est fait repousser immédiatement, ce qui fait que la bougie a été une bougie de vente finalement, alors que Bitcoin a terminé dans le vert. Donc Ether qui continue de décevoir malheureusement, et je pense que ça va continuer un petit bout de temps jusqu'à ce qu'il arrive à renverser la polarité qui est aujourd'hui comprise entre 2130 et le haut de cette bougie à 2007. Là aussi j'espère qu'on réussira à se construire au-dessus, puisque pour Ether, si on repassait à 1008, 1009, etc., voilà, on rentre vraiment dans une polarité où là aussi ça devient beaucoup plus difficile. Donc il y a quand même pas mal de chances pour qu'on essaie de défendre le point bas, voire qu'on essaie de défendre un point haut plus haut que le dernier point bas, ce qui nous ferait un joli WRSI, un joli W au niveau du cours, et finalement au niveau du timing on serait pas mal pour septembre-octobre, mais comme je vous le disais à l'instant, je me méfie des facteurs qui sont externes au marché crypto. Le CAC 40 pour sa part qui a rouvert léger dans le vert, 0,31, on a le CW8 de Amundi donc qui était à 501.046 en positif, le Gold 0,43 qui se hisse malgré tout sur une clôture au-dessus de la zone de polarité des 2420, ici on est à 2440. L'USM2, donc la liquidité des États-Unis, 21 000 milliards, qui continue de faire ici son point bas et qui probablement dans les 2 prochaines semaines grand maximum va croiser au-dessus de la zone neutre. Donc ça c'est typiquement ce qu'on veut voir pour avoir une relance derrière du côté action et du côté crypto. Le Topix japonais, progression de 0,70, positif toujours, donc après l'amplitude que ça a faite la dernière fois. Voilà la BOJ du Japon qui a rassuré et qui ne devrait pas monter les taux a priori avant mars 2025, ce qui nous laisse, comme laisse compter pas mal d'analystes, au moins 6 à peut-être 9 mois devant nous. Donc c'est pas plus mal, mais est-ce que ça va permettre justement de ventiler totalement les positions, ou est-ce que les manias de la finance vont continuer leur dégénérie à émettre des effets de levier, des produits synthétiques autour de ça, ou voire même à continuer de parier contre ce propre marché qui finalement les a alimentés avec ce trade à 0%. Tout est possible et on a vu que par le passé, les Goldman Sachs et compagnie, ils sont pas là pour plaisanter. Au rayon des perdants, effectivement, Loom qui finalement est sorti de Binance, donc personnellement, c'est un truc que très certainement je ne rentrerai pas en portefeuille tout court, malheureusement. Le Crow de Crypto.com qui après avoir fait un rebond assez magistral jusqu'à 11 centimes est malheureusement repassé sous la zone des 0,09, et dans le top gagnant d'aujourd'hui, on avait du CRV, du BCH, Injective, Lido qui sont en positif de 13 à 5% à peu près. On voit que les mêmes coins continuent d'être suivis avec PP qui est à plus 4,56, et voilà, c'est vrai que c'est un cycle qui jusqu'ici a été un cycle surprenant, je pense que c'est le bon mot. Beaucoup de frustration du côté des altcoins et notamment des alts historiques, des bons dossiers comme des Atom Cosmos ou des choses de ce style. Même Ether, quand on regarde la seconde crypto-monnaie du marché qui est extrêmement décevante en tout cas pour l'instant, c'était aussi le cas en 2018 et 2019. Est-ce que derrière on va avoir la réciproque
entre le dernier trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, tel qu'on l'a eu dans les cycles précédents. Là aussi, je préfère me montrer assez prudent vis-à-vis de tout ça, puisque bon nombre de mes confrères, et c'est vrai que d'un point de vue statistique, tant que l'inverse n'est pas arrivé, autant s'appuyer sur l'historique, bien entendu, que le marché continuera de faire le cycle tel qu'il l'a toujours fait, mais il va arriver tôt ou tard sur ce cycle ou peut-être sur le prochain, un point de rupture où les choses vont évoluer différemment, où le monde aussi qui nous entoure évolue différemment, et il faudra se préparer à ça pour ne pas se retrouver le moment arrivé le bec dans l'eau. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part, je ne sais pas encore si on se retrouve ce soir et au plus tard on se retrouvera sur YouTube mercredi. Ciao ciao.